Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui David Odiquet. Bonjour David. Bonjour. David, musicien et professeur de piano, ou plutôt révélateur d'émotions, on pourrait aussi vous définir comme une figure discrète mais essentielle du paysage musical montpelliérain par votre engagement, et aussi bien pour les petits que pour les grands. Depuis plus de 3 décennies, vous façonnez dans l'intimité feutrée des salons des musiciens en devenir. Votre art ne se déploie pas sous les feux de la rampe, mais dans la transmission patiente, dans l'écoute attentive de chaque élève, dans l'adaptation subtile à la singularité de chacun. Vous avez fait le choix du tête-à-tête, du cheminement intérieur, préférant la révélation à la démonstration, la profondeur à l'éclat. Votre pédagogie nourrie d'expériences contrastées s'est affinée au fil des années, refusant la rudesse pour privilégier l'éveil, la confiance et la liberté d'expression. À travers le piano, vous ouvrez des portes insoupçonnées vers l'émotion, la connaissance de soi et la sensibilité qui, une fois éveillée, ne s'éteint jamais. Vous êtes également passeur d'énergie, explorant le magnétisme comme une extension naturelle de votre rapport au vivant. Enfin, vous cultivez la convivialité, orchestrant chaque année une soirée où la musique se partage sans contrainte, dans la spontanéité et la joie simple d'être ensemble. David, votre parcours d'enseignant a été marqué par une opposition radicale entre 2 pédagogies, la rigueur traumatisante de votre premier professeur et la révélation bienfaisante du second. Comment cette dualité a-t-elle façonné votre propre manière d'enseigner et comment la transmettez-vous à vos élèves aujourd'hui ? Intéressant comme question. Alors disons que j'ai pu commencer par le pire. Le pire, c'était ce fameux premier professeur qui venait de l'Est. Mais bon, je pense pas que ça soit forcément important, mais c'était le cas quand même. Et où la rigueur était le mot d'ordre général, avec un G majuscule. Hein. Et résultat, eh bien, j'ai passé de 10 ans à 15 ans, l'âge de 10 ans jusqu'à 15 ans, avec un Kleenex sur l'instrument. Et ça pleurait à chaque cours. Et du coup, j'ai tout abandonné, j'ai laissé tomber. Cela dit, j'ai mis du temps pour réagir quand même, 5 ans après. Et ensuite, il y a eu un creux de 6 mois où je n'ai strictement plus rien fait. Puis la rencontre avec le deuxième prof, qui là était la révélation, d'où la question. Alors c'est les contradictions de l'adolescence aussi, c'est que 6 mois avant, je voulais casser le piano en versant un verre d'eau à l'intérieur en pleine nuit, qu'on me foute la paix avec cet instrument. Et 6 mois plus tard, au bout de 3 cours avec le nouveau prof, je m'étais dit, c'est ce que je veux faire. Bon, après, je pense que l'adolescence passe par là aussi, dans ce genre de choses. Et ce qui a façonné du coup maintenant ma façon de travailler, enfin maintenant c'est plus du présent, parce que ça fait un moment que je donne des cours, mais, ce qui a façonné ma façon de travailler, c'est qu'il fallait absolument mettre en éveil l'élève, quel que soit l'élève, adulte, enfant, avec capacité ou moins de capacité, c'est pas le problème. Chacun a son curseur, et à moi de trouver le curseur et de l'amener où on peut, en fonction de chacun, en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la voie de l'enseignement plutôt que de la démonstration ou la démonstration musicale ? Alors, parce que je m'y suis trouvé plus confortable dans l'explication. Le fait de donner du détail, d'utiliser un chemin, puis un autre chemin si ça passe pas, puis encore essayer un autre chemin, c'est une forme de recherche en fait. Et recherche de trouver le bon message qui doit arriver au bon endroit. Et il me semble que c'était là que j'étais le meilleur, c'est un peu... Je sais pas si on peut dire le meilleur, mais en tout cas où je me sens plutôt à l'aise. C'était votre place ? C'est ma place, ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez quand un élève se révèle ? C'est troublant. C'est troublant parce que du coup, je pense me retrouver dans mon enfance quand je m'apercevais qu'il y avait quelque chose de magique dans les doigts qui s'agitaient et le remue-ménage que ça faisait à l'intérieur. De moi-même, je parle. Hein. Mmh. Mais du coup, je pense que cette action-là aussi, je sais la capter quand ça vient se mettre en place dans le corps de l'élève. Il se passe quoi ? Vous le ressentez, parce qu'on a parlé tout à l'heure de magnétisme, vous le ressentez physiquement ? Oui, je m'en rends compte facilement, c'est à partir du moment où je commence à avoir un peu, entre guillemets, la larme à l'œil. Mais c'est pas que des guillemets, c'est que physiquement aussi, même, il y a quelque chose qui même chamboulait moi. Par exemple, sur certains touchés, on voit certains doigts s'agiter sur le clavier, et voir l'élève, ça peut être 10 ans, 11 ans, donc assez jeune encore, hein, pour lequel on se retrouve avec un visuel de déplacement de doigts assez bizarre, qui montre bien qu'il y a un truc à l'intérieur, et c'est pas moi qui l'ai expliqué. C'est vraiment... probablement je l'ai révélé, et encore entre guillemets, mais en tout cas il y a bien un truc qui était là, qui était naissant, un peu comme une graine, enfin voilà, une fleur on est au printemps, ça tombe bien, enfin les jonquilles et tout le reste, et ça sort, et ben j'ai pu mettre, je sais pas si c'est moi d'ailleurs en même temps, mais en tout cas oui, il y a quelque chose
j'allais dire de non terrestre, qui se met en place. Mais de toute façon, la musique, c'est de l'émotion. Donc à partir de là, ça se met en place comme ça. Ouais. Comment vous expliquez qu'il y a ce barrage un peu rigide et psychologique du professeur, très, très strict sur le piano avec le solfège, très rugueux, qui fait que les enfants sont un peu effrayés et ne se libèrent pas? Ouais, ils ont le droit de l'être. Hein. Vous l'avez été? Je l'ai été. Alors je sais plus qui disait que l'art d'enseigner, c'est l'art d'éveiller la curiosité. Je n'ai plus le nom, mais cette phrase m'est restée marquée. On le salue. Oui, alors c'est dommage que je puisse pas le nommer, je me souviens plus, mais cette phrase m'est restée absolument depuis mes premiers cours, quand j'ai commencé à donner mes premiers cours. Tâche d'éveiller la curiosité. C'est vraiment le mot, c'est mon leitmotiv, on pourrait dire ça comme ça, où vraiment il faut réveiller ce qui peut se passer. Est-ce que après 30 ans d'expérience, vous avez révélé des talents qu'on connaît ou qu'on connaît pas forcément, mais j'ai déjà, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai 5 personnes qui sont devenues professionnelles. Alors professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire eux-mêmes prof de chorale, prof de piano, prof de percussion pour l'autre, et aussi quand même aussi un concertiste amateur, mais concertiste quand même. Et c'est quoi? C'est une fierté? Non, parce que c'est pas grâce à moi. Enfin, je pense pas que ce soit grâce à moi. C'est un travail d'équipe. J'ai contribué, mais après reste quand même le travail de l'élève, encore une fois ses émotions, parce qu'autrement on parle pas de musique. Et donc non, c'est grâce à eux d'abord. À quel moment vous décidez d'arrêter d'accompagner un élève? Alors souvent c'est les hautes études qui mettent le point d'arrêt. Et ouais, à chaque fois ça s'est passé comme ça d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je réponds, mais ça a toujours été les classes préparatoires, concours médecine, enfin bref, tout ce qui demande beaucoup d'investissement intellectuel. Et là, on se calme un peu et on se concentre sur ce qu'il y a à faire. Et là, dans ce cas-là, le piano se met en veille, mais c'est qu'une veille. Et de toute façon, l'acquis, il est là, quoi qu'il arrive. Hein. Même quand il y a des creux. Je vois maintenant que les adultes qui ont une trentaine d'années, qui sont... Alors, je prends souvent cette profession, parce que c'est celle que je connais le mieux, c'est les médecins. En tout cas le milieu médical, où on voit qu'il y a une pause assez longue, mais dès qu'ils se remettent au piano, donc j'ai des adultes qui sont, 30-35 ans, et qui reprennent le piano après 7-8 ans d'interruption, et aucun problème. Tout se réveille en moins de 3 mois. C'est comme la bicyclette. Ouais, mais c'est vraiment un acquis. De toute façon, on sent bien que de semaine en semaine, c'est du goutte à goutte informationnel. Enfin, ça rentre petit à petit comme ça, et on sait bien que c'est là... Bon, sauf si l'élève n'écoute pas ou qu'il n'est pas intéressé, mais ça, on le sait rapidement, et dans ces cas-là, on décide d'arrêter, parce que ça n'a pas d'intérêt non plus, quoi. Est-ce qu'il y a un profil type pour être doué au piano? Pas du tout. Je réfléchis en même temps, mais il n'y a rien qui me vient qui me dirait que... Par exemple, il y a un truc, je pense c'est un peu du domaine du mythe quand même, quand on voit les mains des enfants, et qu'on dit « Oh là là, il est fait pour le piano, il a des longs doigts ». Non, je suis pas d'accord avec ça. Sûrement qu'il sera plus à l'aise sur Chopin parce qu'il y a des grandes ouvertures. Enfin bref, le romantisme en général, Chopin, Liszt et les autres, et Rachmaninoff. Mais Michel Petrucciani n'avait pas des grands doigts. Et bien sûr que non. Et cela dit, il a laissé une sacrée trace en album, aussi bien audio que papier. D'ailleurs, pas mal de partitions sont disponibles. David, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre concept là de la convivialité? Je l'ai dit dans l'introduction. C'est quoi pour la soirée piano? Oui. Alors c'est en été, hein, c'est ça? Alors c'est en été, c'est plus pratique. Ouais. Alors du coup, moi je ne fais que des cours particuliers à domicile. Et chaque année, on a une famille qui veut bien nous accueillir tous ensemble pour faire la soirée piano chez eux. Et on se retrouve, on est souvent une centaine quand même. Et c'est pour ça que l'été c'est mieux pour être dans le jardin. Et l'idée que c'est un peu pour montrer ce que chacun fait dans l'année, mais il est hors de question de dire que c'est une audition. Enfin, ce mot me fait peur. C'est pas une audition, c'est une soirée piano-bar. C'est-à-dire que chacun, d'où la convivialité, c'est que chacun vient jouer un petit morceau, mais quand il le souhaite. Et on n'est pas tous assis en randonnion sur des chaises, bien sagement, pendant 3 heures de soirée, qui c'est cool. Et ça discute dans un coin, ça mange un morceau, et on entend les morceaux de piano. Et ça, je mets un point d'orgue là-dessus. Il faut que l'année se termine comme ça. Et ça sert aussi à éveiller l'envie, quand ils seront un peu plus grands, ou même pas d'ailleurs, quand ils vont chez des potes ou autres et qu'il y a un piano, c'est quand même dommage de passer à côté d'un piano et de ne pas y toucher. Donc l'idée, c'est de leur donner envie, dès lors que c'est possible, d'aller jouer un petit truc quand un piano est dispo. Vous démocratisez la musique, et notamment le piano. C'est-à-dire que vous voulez rendre accessible à tous et enlever le complexe de l'exigence. C'est ça, l'accessibilité, ça me parle bien. J'aime bien ce mot-là. Il faut que ça soit accessible. Après 30 ans de bons et loyaux services dans l'enseignement J'ai pas fini. Musical, comment on garde cette authenticité,
Cette envie? Ah, et ben encore un mot important, la curiosité. Toujours, juste avant d'arriver, là, j'étais encore en train de fouiller des petites vidéos qui passaient sur Internet et je suis retombé encore sur une autre personne qui compose et qui m'a dispo ces morceaux. J'ai juste écouté par hasard, boum, du coup j'ai pu scanner et voir un peu. Et quand je vais rentrer, je vais chercher vite fait c'est quoi ces morceaux. Donc toujours au quotidien, il y a toujours un peu une curiosité de dire qu'est-ce que c'est que ce truc pour pas rester sur Mozart, Beethoven, Haydn. Et en plus en musique, on peut pas réduire la musique au classique d'entrée. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. La musique c'est général. Et dès que j'entends un truc qui m'interloque, je suis encore dans le découvreur. Enfin, je vais fouiller, trouver ce que c'est. C'est quoi vos bandes son actuelles, là, en 2026, qui vous... Je ne peux pas ne pas citer Sofiane Pamart. C'est pour moi un compositeur très intéressant, parce qu'il réussit... Alors c'est intéressant, par exemple, ce personnage, je l'ai déjà vu il y a pas très longtemps à Narbonne, et aussi ailleurs à Nîmes, il réussit, dans son public, il réussit à réunir des gens issus de l'opéra quand on va gentiment faire un concert classique le samedi soir, et aussi des gens du rap. Alors je sais pas si c'est judicieux de dire les jeunes du rap, mais les gens du rap. Et du on coup, peut plus dire les jeunes du rap maintenant. Ouais, c'est ça, parce que le rap a quand même quelques décennies, donc commence à se faire vieux. Hein. Et il y a MC Solar qui était passé par là quand même, il y a quelques décennies, et du coup, c'est intéressant de se rendre compte de cette population réunie. Et encore une fois, c'est pour ça que l'histoire de démocratiser le piano, c'est aussi cette possibilité-là de ramener un peu n'importe qui, pour être très large, à un même concert. Est-ce que dans votre quotidien, vous êtes impacté par l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez dans votre méthodologie? Est-ce que c'est... Absolument pas. D'accord. Alors, je parle pour le moment. Pour le moment, absolument pas. Après, il y a un truc un peu troublant avec cette IA, dans le domaine de la musique et plus spécialement classique, justement, c'est que si on fait une petite recherche, il a été écrit par l'IA la 10e symphonie de Beethoven. Or, bien sûr, elle n'existait pas puisqu'il s'est arrêté à la 9e et il est mort. Et du coup, quand on écoute cette 10e symphonie, c'est assez troublant d'entendre quand même le caractère de Beethoven. Alors après, en termes de surprise et autres, je suis pas sûr qu'il l'aurait fait comme ça. Mais quand même, si on a l'habitude, enfin pas l'habitude, mais si on a un petit peu de connaissance de l'écoute de Beethoven, on entend le caractère de Beethoven. Et c'est du coup une symphonie complète qui a été construite. Et bon, ça peut être un peu bizarre. Ouais. La musique, c'est des algorithmes et de la mathématique. Ah, c'est des maths. Donc l'IA... Alors c'est des maths, et après les maths s'effacent pour l'émotion, par contre, ça c'est sûr. On ne peut pas dire qu'après elles ne restent que mathématiques. Les mathématiques, c'est l'échelle pour atteindre un certain niveau. Après, ça s'efface sérieusement. Mais vos oreilles d'experts, quand elles ont entendu cette symphonie, vous avez été ému? Non, j'ai été content de retrouver le caractère de Beethoven. Donc c'est de la technique. C'est pas tout à fait pareil. C'est de la technique qui n'avait pas l'émotion, c'était un peu fade. Oui, et puis c'était une première écoute surtout, parce que bon, par exemple, en musique classique, on écoute ça déjà depuis bien longtemps, donc on fait que réécouter à chaque fois. Ce qui peut donner une émotion différente, c'est un manipulateur de cette musique, donc un concertiste ou autre, ou un orchestre qui joue différemment, un chef qui dirige différemment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un adolescent de 14-16 ans, peu importe, adolescent ou une adolescente qui a arrêté la musique? Alors je lui dirais, c'est dommage, tu aurais dû lâcher ton téléphone. Non, ça sera le mot de la fin. Vous avez compris, grands-parents, parents, enfants, si vous voulez appréhender la musique par l'émotion et par la curiosité, c'est avec David qu'il faut voyager. Merci David. Merci.